Welcome, everyone. This is the Bonjour à tous, c'est la Coalition internationale pour la paix. C'est notre 86e rencontre de cette Coalition internationale pour la paix. Je veux remercier toutes les personnes qui sont ici, les nouvelles personnes comme celles qui sont là depuis déjà un moment. Et donc je suis Anastasia Battle, co-modératrice avec Denis Small et Denis Speed de cette coalition. Et donc, je veux rappeler à tous pourquoi nous avons créé ce forum. Nous l'avons fait dans l'objectif d'unir les mouvements pour la paix, car il y a eu des problèmes pour cela. Il y a des gens qui restent isolés de leur côté, mais des gens de gauche, par exemple, des gens de droite, différentes personnes qui ne veulent pas se parler. Alors que si nous voulons agir pour la paix, nous devons tous nous unir, nous devons tous nous coordonner tous les groupes, différents groupes, doivent se coordonner pour un objectif commun. Je veux donc remercier tout le monde. Nous nous avons des choses intéressantes aux États-Unis. Enfin, c'est très, il y a des choses quand même qui vont dans différents sens et qui ne vont pas les choses ne sont pas claires. Nous allons avoir tout d'abord, Helga Zepp-Larouche, la fondatrice de l'Institut Schiller et initiatrice de cette coalition internationale pour la paix qui va d'abord intervenir. Oui, bonjour à vous tous. Le monde est clairement toujours dans une situation de tension et essayer de changer, d'évaluer quels sont les changements avec l'administration Trump, quelles vont être les conséquences par rapport à la paix, pour la paix ou pas ou pour la guerre. Eh bien, les signaux sont très contradictoires. Il y a des signes positifs d'un côté et pas des moindres, avec la nomination de Tulsi Gabbard et de Kash Patel de manière respective pour leurs différents postes dans l'administration. Les auditions durent depuis un moment, depuis quelques jours, et il y a une crise très grande qui est là. Et à propos de la situation en Ukraine, Kirill Boudanov, qui est le chef du bureau principal du renseignement, a dit quelque chose qui était assez unique et nouveau venant du côté ukrainien, disant que soit, à part s'il y a des négociations très sérieuses avant l'été, que s'il n'y a pas de négociations avant l'été, il y a des grands risques que l'Ukraine perde son existence même, une menace existentielle. Et donc, le président Poutine a dit également encore qu'il est prêt à négocier. Et on peut penser que l'intention de Trump à résoudre ce conflit rapidement est toujours là. Et il est vraiment nécessaire que les intérêts de sécurité de la Russie soient respectés, que cela doit prendre, elles doivent être prises en compte. Donc, il y a des espoirs, il y a un espoir que cette situation pourrait être résolue. Un petit espoir, il y a un espoir, mais quelque chose de plus inquiétant, c'est la situation au Moyen-Orient, où le président Trump, il a répété ses déclarations initiales disant qu'il voulait déplacer toutes les populations de Gaza vers l'Égypte, vers la Jordanie et même vers l'Indonésie, ce qui a été rejeté par tous les gouvernements, donc par les gouvernements de ces trois pays. Et ce n'est évidemment pas dans l'intérêt des Palestiniens qui, qui ont toujours eu des souffrances, qui ont souffert à travers les années et qui sont prêts à rester sur leur terre, même si elles sont rendues en cendres. La question, c'est qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qui va se passer après la phase 2 du cessez-le-feu.
et, et on voit ce qui se passe en Cisjordanie. Et il y a des gens disent que ce qui se passe en Cisjordanie, c'est la répétition de ce qui s'est passé à Gaza. La question, c'est quelles seront les solutions mises sur la table pour la paix à Gaza. Nous promouvons le plan Oasis avec l'Institut Schiller et la Coalition internationale pour la paix. Nous sommes dans une mobilisation internationale pour mettre de l'avant le concept du plan Oasis pour le mettre sur la table. Ce serait créer un développement économique dans toute la région, avoir la production d'eau potable, une grande production d'eau potable, et pour toute la région. Et cela va avec une solution à deux États et toute la question d'une paix durable. Et ce qui est la grande question, et peut-être certains des participants ici peuvent amener leur éclairage là-dessus, ce qui est derrière l'idée du président Trump de déplacer les Palestiniens, est-ce qu'il pourrait être que ce plan qui a été montré pour la première fois par le Premier ministre Netanyahou en 2024, appelé le plan Gaza, Gaza sur plan de Gaza pour la transformation donc de la bande de Gaza. Dans ce plan, qui a été publié par le Jerusalem Post et par différentes autres publications, on peut voir des animations avec des magnifiques gratte-ciel, des bâtiments luxueux. Il n'y a eu aucune mention d'une solution à deux États et il y a eu, euh, il n'y a eu aucune référence autre que celle du fait que l'autorité de cette bande de Gaza il n'y a aucune référence à une solution à deux États. Ce qui a été insisté à la passe, c'est les routes commerciales Est-Ouest. Historiquement, Gaza étant situé dans cette zone historique de route entre, entre l'Égypte et l'Asie et l'Europe, nous allons avoir va y avoir une visite de Netanyahou à Washington pour des discussions, bien sûr, avec le président Trump. Et je pense que les secrets seront ensuite rendus publics. Quels sont les plans? Quels sont les plans actuels? Quels sont les plans? Quelles sont les propositions? Trump va aussi discuter avec le Premier ministre Netanyahou sur la question du Liban. C'est extrêmement important. Trump avait promis qu'il allait être là pour arrêter des guerres et non pas pour en commencer d'autres. Le docteur Shea Harshvi, qui est l'ancien directeur général du ministère des Affaires stratégiques, a donné une interview à Maarif où il a suggéré que la question nucléaire en Iran devrait être négociée avec l'Agence internationale énergie atomique. Et le ministre des Affaires étrangères iranien, Araghchi, a averti que toute attaque sur les installations nucléaires en Iran aurait des conséquences désastreuses, catastrophiques. Je pense que nous devrions, bien sûr, essayer de voir quels sont les plans actuels pour Gaza. Je pense toujours que toute proposition, comme la reconstruction de Gaza pour des bâtiments de luxe, pour des routes de transport, pourrait être liée au plan Liam de l'Arabie Saoudite, qui, qui est cette idée étrange de bâtir ces constructions dans le désert, qui ne semble pas pourtant être la priorité de la région. Mais je pense que il faut voir, nous devons nous battre pour le plan Oasis, car le plan Oasis s'intéresse à toute la carte, de l'Inde à la Méditerranée, du Caucase aux régions du Golfe, car c'est toute la région qui doit être regardée comme une unité. Il faut une solution de paix pour élever la population
de ces régions en guerre. Il y a l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Yémen, le Liban, la Cisjordanie, Gaza. Toutes ces régions sont extrêmement en souffrance terrible, ont été détruites par des années de guerre. Mais il faut faire quelque chose pour la population et pas juste pour la caste supérieure. La situation générale, bien sûr, est très incertaine. Les Européens sont il n'est pas clair sur ce qui va se passer dans l'Union européenne entre ces gens qui sont en faveur d'un rapprochement avec la Russie et la Chine et ceux qui, qui sont dans une mobilisation de guerre comme l'OTAN contre la Russie. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, parle toujours du fait que l'Europe doit devenir prête à la guerre, qu'il faut y dépenser 5% de leur budget pour des dépenses militaires et que l'OTAN doit être préparée à une guerre contre la Russie dans 4 à 5 années, pas plus tard que dans 4 à 5 années. C'est complètement fou, c'est basé sur un discours, pas sur des faits. En Pologne, par exemple, les enfants dans les écoles, dans leur première année, doivent apprendre à tirer pour la prochaine guerre contre la Russie. Et juste aujourd'hui, alors que nous parlons ici, il y a un vote au Parlement allemand sur la question de quelle sera la nouvelle loi pour faire face à la question des migrants. C'est, nous pouvons en discuter plus tard dans la discussion. C'est la question, est-ce que l'Europe va aller dans la direction d'un rapprochement avec la Russie en ayant une coopération pacifique avec les pays des BRICS, ou est-ce que l'Europe va être dans une approche guerrière, quoi que fasse Trump? Et il y a ceux en Europe qui sont clairement en faveur de l'escalade, alors que la situation n'est pas gagnable. On voit la folie de ces gens. Je pense que nous sommes vraiment dans une période de nous pouvons déterminer la façon dont le monde va aller. C'est aujourd'hui que ça se décide. Nous accueillons les discussions qui vont être là aujourd'hui. Et c'est important de ce lieu de discussion dans lequel nous sommes, où nous discutons toutes les semaines. Voilà mes remarques initiales. Thank you, Helga, for that opening and thorough overview of what's going on. We definitely will have that discussion tonight. Merci, Elga, pour cette introduction. Have Mosi Raz, Maintenant, je vais avoir Mossi Raz, former qui director est ancien membre de la Knesset et directeur of général de la Paix maintenant, Peace Now. Oh, you're muted, my friend. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, Mossi Raz. You're muted. There we go. Merci, Anastasia, merci pour notre présentation, pour votre présentation que vous avez fait, mon introduction. Je ne vais, je vais donc intervenir maintenant. J'étais il y a 10, 10 jours et j'étais récemment avec notamment le chef des services de sécurité qui a rencontré le président Abbas à Ramallah. Nous pensons toujours, nous sommes une minorité en Israël, je suis sûr aussi en Palestine aussi, qu'une solution équitable, juste, ne, ne doit pas déplacer les gens d'un endroit à l'autre. Et il ne faut pas continuer avec cette guerre. Il faut accepter l'initiative de paix avec deux États. Il faut penser aux autres. Il faut faire des compromis. Le président Abbas a exprimé encore son soutien
À cela, il a dit, il a condamné le- l'opération du 7 octobre, les crimes du 7. Il n'a pas dit le mot crime. Il dit qu'il y a une différence entre lui. Il y a il y a une différence avec le Hamas, il dit. Nous étions critiqués en Israël. Nous avons été critiqués, Russ, your audio is just a little bit soft. Would you mais mind le speaking son est to the microphone? un peu difficile à entendre. Yes, I can hear you much better now. Thank you. Nous avons été critiqués non pas pour notre rencontre avec le président Abbas, mais 4 mois après la rencontre, le président a appelé un prisonnier, qui avait assassiné une fille de 2 ans. Et il aurait pu appeler quelqu'un d'autre. Les Palestiniens ont les droits de résister à à l'occupation. Et tuer une fille de 2 ans, ce n'est pas euh, une bonne chose. Et donc, il y a un cessez-le-feu actuellement entre Israël et le Hamas. Et ce cessez-le-feu est très fragile. Israël et le Hamas sont probablement heureux maintenant, car le Hamas euh, libère des otages israéliens et Israël libère certains des, des prisonniers palestiniens. Et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer à la fin, après cette phase 1. Il n'y a pas d'accord actuellement des deux côtés. Il n'y a pas d'accord pour un cessez-le-feu à long terme. Un cessez-le-feu n'est pas suffisant. Ouais. Les organisations palestiniennes ne voient pas de signe de la perte de Netanyahou. Ils soutiennent ceux qui veulent occuper des territoires. Mais on ne peut pas être du côté non plus du Assad et de l'Iran. Mais la majorité des Palestiniens veulent mettre fin à la guerre, veulent se battre pour une solution juste, même s'ils voient les choses d'une façon différente. Mais ils peuvent reconnaître que le connaître a son droit à l'autodétermination, que les deux côtés ont droit à l'autodétermination, à la sécurité et à l'indépendance. Et donc, il y a des extrémistes des deux côtés. Et la chose la plus facile à dire, c'est l'autre est coupable, l'autre est extrême, commet des crimes de guerre. Malheureusement, c'est les deux côtés qui commettent des crimes de guerre. Donc, les mouvements de paix en Israël et en Palestine doivent agir pour soutenir l'idée de qui voit la Palestine. La Palestine a le droit à l'autodétermination. L'Israël a le droit à un État indépendant. Les frontières de 67 doivent être défendues.
Je pense que nous devrions tous soutenir en Palestine et en Israël, nous soutenir la paix. Nous devons faire en sorte que, que, que cela puisse arriver et que il faut arrêter les crimes, quels que soient les crimes des deux côtés. Il faut avoir la paix maintenant, les crimes du passé. Après avoir vu le président, rencontré le président palestinien, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce que je perçois. Je pense qu'il veut que l'autorité palestinienne aille prendre le contrôle de Gaza et il veut de l'aide européenne sur le terrain, peut-être aussi de l'aide arabe. Et peut-être qu'il croit plus, il a fait plus confiance aux Européens, aux États européens. C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce que j'ai l'impression. Et, et donc de l'aide au futur État palestinien. Bien sûr, beaucoup de Palestiniens ne soutiennent pas l'autorité palestinienne, mais l'autorité palestinienne devrait être plus transparente. Et si cela fonctionne comme ça, je pense que le monde entier devrait défendre ce genre cette solution pour un État palestinien, pour une solution à deux États, pour la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, Mossi, pour votre intervention. C'est utile de vous entendre, de voir ce qui se passe sur le terrain et le processus dans lequel vous faites partie. Je voulais demander à Elga si elle voulait répondre à Mossiras avant qu'ils doivent partir. Only very briefly, I think what you are saying about that one has to take into account the interest of the other is one of the most fundamental principles to arrive at peace. And I think that a just solution can only be arrived at if indeed the interest of every other in the region is being considered. And that is naturally, we connect this always with the question of development, that the new name for peace is development. And that, that's why I was putting the emphasis on the question of what will be the actual plan for the reconstruction of Gaza, because it has to be, the question of the relocation. Excusez-moi, hein. Elle dit, Helga, qu'elle pense que cette discussion est la plus importante, qu'il faut avoir une solution à deux États pour les Palestiniens et Israël. Et elle demande s'il y a si M. Arras a des informations concrètes sur ce qui est prévu pour la phase 2 de l'accord. Et si vous disposez pas des informations maintenant, Monsieur Mossiras, je n'ai pas ces informations. C'est en discussion. Nous sommes clairement quels doivent être les objectifs, mais les négociations sont quelque part un jeu. Il faut aller d'un côté et de l'autre. L'un des joueurs est le ministre des Affaires étrangères et il faut suivre ces plans au lieu de ceux du gouvernement à Jérusalem ou à Washington. C'est essentiel pour la région. Je ne pense pas que ça va se passer, qu'il y aurait une relocation de la population palestinienne. Ça ne peut pas résoudre le problème. Les Palestiniens ont le droit de vivre où ils sont, en paix, en sécurité, en liberté. Même si on déplace quelques migrants, ça ne changera rien et ça
ça ne changera rien non plus, même si on déplace 1 million de personnes. Thank you for that. I think we'll definitely keep this discussion going. Merci pour cela. Nous allons continuer cette discussion et tenir tout le monde au courant des projets pour avancer les négociations. Maintenant, Helga, si tu veux dire autre chose avant de poursuivre. Non, à part que nous essayons vraiment de faire passer ce plan OA6, de le mettre sur la table des négociations parce qu'il prendrait en compte les intérêts des acteurs de toutes les parties concernées. Lorsqu'il y aura une rencontre entre Trump et le président chinois Xi Jinping, ça devrait être à l'agenda. Nous avons eu début décembre une conférence à propos de la stratégie internationale, dont le plan OA6, et un professeur chinois, Zheng, qui y participait, a fait remarquer que la Chine a une très grande expérience en matière de faire fleurir les déserts, d'y apporter des projets agricoles à grande échelle, etc. Et comme Trump a un certain passé dans le bâtiment, dans l'immobilier, on peut espérer que s'il acceptait de suivre une reconstruction de Gaza, que ce serait une initiative positive. Très bien. Dit Anastasia. Je pense que Ray McGovern aura beaucoup à dire sur le sujet. C'est un cofondateur de l'organisation des VIPS et un ancien officier de la CIA. Merci de m'avoir invité à retourner discuter avec vous. Il est toujours bien d'entendre des propositions concrètes pour une solution. Je pense que le plan OA6 est un très bon exemple du type de solution qu'il faut avoir. Comme Helga l'a souligné, il faut toujours tenir compte des intérêts de toutes les parties. Il est axiomatique qu'il ne peut y avoir de sécurité individuelle sans sécurité mutuelle. Ceci a été exprimé dans de nombreux documents, y compris après la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire que la règle d'or n'est pas seulement des platitudes, c'est un impératif, un existentiel. Il ne peut y avoir de sécurité sans qu'on sache, sans qu'on connaisse les sentiments d'insécurité de l'autre partie. Par exemple, maintenant, il s'agit de l'Ukraine et d'une possibilité d'adhésion à l'OTAN. Voilà un exemple, un très bon exemple de ce à quoi nous faisons face. Alors, il est important que le président Trump ait exprimé de manière étrange, mais rafraîchissante, qui comprend lui aussi ce principe en ce qui concerne l'Ukraine. Du coup, comme tombé du ciel, il a dit, oui, je peux comprendre pourquoi les Russes ne voudraient pas avoir un membre de l'OTAN directement à leurs frontières. Oui, ça, je peux le comprendre. Donc, OK, une fois le problème ukrainien mis de côté, peut-être que le Trump pourrait appliquer la même méthode de pensée à la palestinienne et à Israël à propos de la sécurité mutuelle.
C'est un espoir, mais ce n'est pas irréaliste, je pense. Helga a mentionné les auditions d'hier avec Kash Patel et Tulsi Gabbard. J'ai pu voir l'ensemble des auditions et on m'a demandé d'intervenir sur la mission de Nimo Karacha, je crois. C'est sur mon site, raymcgovern.com, et j'ai pu soulever la question d'Edward Snowden. Je dis cela parce qu'il y a toute une génération qui ne le connaît pas, qui ne savent pas ce qu'il a fait. Donc, j'ai expliqué avec un certain détail ce qu'il a fait et pourquoi. C'est-à-dire qu'il a divulgué des tonnes de documents de l'Agence nationale de sécurité qui montraient que cette agence ne respectait pas la Constitution américaine, en particulier un certain article qui protège contre des saisies de documents et des perquisitions. Alors, il y avait beaucoup d'ironie dans ces auditions parce que ces sénateurs, en voyant ce que Snowden a vu, une fois qu'ils ont vu ce que Snowden avait dévoilé, ces mêmes sénateurs ont changé les lois pour l'empêcher à l'avenir. Et donc, ces sénateurs n'arrêtaient pas de demander à Gabbard, « Oh, ne pensez-vous pas que Snowden est un traître, qu'il faut l'accuser, l'inculper de trahison ?» Et Tulsi Gabbard est restée sur la ligne de la raison. Elle a dit, oui, il a violé la loi, mais je propose un certain nombre de modifications de la loi pour empêcher que ces abus ne se produisent plus à l'avenir. Et dès lors, il n'y aura plus aucune raison pour des donneurs d'alerte de donner l'alerte. Et je vais demander à tous ceux qui ont des alertes à donner au sein des services de renseignement de venir me voir directement lorsque je serai directeur du renseignement national, disait donc Tulsi Gabbard, parce qu'elle veut faire en sorte que cela se produise. Maintenant, si Gabbard devient directrice du renseignement national et que Kash Patel soit effectivement nommé directeur du FBI, parce que Kash Patel sait quels sont les délits et les crimes que l'FBI et d'autres agences ont commis au cours du passé. Donc, il y a un grand danger que Kash Patel, qui sait où se trouvent les cadavres, pour ainsi dire, que lui et Tulsi Gabbard, ce sera vraiment intéressant. On ne sait pas ce qui va se passer après. Peut-être que beaucoup de personnes dans cette communauté du renseignement se retrouveront accusées et peut-être derrière les barreaux, y compris James Comey, l'ancien directeur du FBI. Alors, d'un autre côté, ils ont les moyens de faire des pressions sur les sénateurs, de leur dire de ne pas confirmer la nomination de ces deux personnes. L'FBI a beaucoup de saleté dans ces dossiers sur beaucoup de sénateurs, donc ils ont des moyens de pression. Alors, cela veut dire qu'il y a beaucoup de dissimulation.
lorsque ces sénateurs ont voulu que Tulsi Gabbard admet que Edward Snowden était responsable d'avoir pris des risques personnels pour révéler ces violations de la Constitution que les sénateurs ont examinées. Il y a aussi une section 2 de cette loi qui n'est pas adéquate, mais ça va dans le bon sens. Alors, ça veut dire que ces agences d'espionnage, la NSA et dans une certaine mesure la CIA, lorsqu'ils interceptent un message de la part d'une cible étrangère qui implique un citoyen américain, ils ont la liberté de poursuivre cette piste. Et c'est alors un citoyen américain qui est visé, qui est la cible. Et donc, ces agences de renseignement ont le droit d'investiguer aussi tous ceux avec qui cette seule cible américaine est en contact, c'est-à-dire en allant d'Américain en Américain. On sait que ces agences ont beaucoup de saleté sur tout le monde. Ils savent, par exemple, ce que les sénateurs ont fait, peut-être avec des jeunes filles, peut-être avec des jeunes garçons. Alors, pourquoi ils peuvent alors cibler une telle cible, un tel suspect américain, mais qui peut remonter jusqu'à un sénateur et autres? Alors, il se trouve que ce que Snowden a divulgué a amené à une modification de la loi. Alors, et les sénateurs savent qu'ils sont susceptibles d'être espionnés eux-mêmes. Donc, on verra. Il faut voir ce qui va se passer. On verra s'ils ont suffisamment d'intégrité au Sénat pour approuver, pour accepter ces nominations. Alors, il y a aussi alors certains disent, oh, comment est-ce qu'on peut soutenir qui que ce soit qui a été nommé par Donald Trump? Quoi? Ça, c'est une manifestation de ce que j'appelle le syndrome de dérangement de Trump, c'est-à-dire que où on dit que tout ce que fait Trump, quel que ce soit, est mauvais, est terriblement mauvais. Et moi, je pense que ces deux personnes, ces deux nominations, Gabbard et Patel, sont bien supérieures, sont bien meilleures que tous les autres qui ont été faits. Donc, il faut les soutenir. Et cela me dit que ceux qui s'y sont trop impliqués, je sais que deux de nos personnes de l'Institut Schiller, Kynan et José, ont trouvé accès à l'audition de Tulsi Gabbard hier. Et tous les deux, vous le savez, ont eu le courage de parler haut et fort en public lors des meetings publics. Mais à cette occasion, ils ont été assez circonspects. Ils ont dit, oh, voyons ce qui se passe ici avant d'intervenir. Et Tulsi Gabbard a effectivement, elle s'est très bien défendue, mais dans le cas présent, ils ont décidé de ne pas intervenir à cause de cela. Et nos deux amis de l'Institut Schiller, nos deux
jeunes amis ont décidé de ne pas intervenir. Moi, je suis un grand fan de Daniel Berrigan. Pour finir ma petite intervention, si j'arrive à le trouver, Berrigan a dit beaucoup de choses. J'en ai cité un certain nombre dans le passé. C'est une phrase seulement, écoutez bien. La différence entre ne rien faire et faire quelque chose, c'est tout. Nous pouvons tous faire quelque chose. Je dis cela à l'adresse de nos consciences par rapport à notre capacité de parler, de prendre des risques personnels, comme beaucoup ont fait à l'Institut Schiller. Si j'ai bien compris, il y a certains membres qui sont au Congrès depuis des jours sur place. Mais n'oubliez pas que la différence entre ne rien faire et faire quelque chose, c'est tout. Ça fait toute la différence. J'apprécie beaucoup ce que vous avez dit, Ray, sur les auditions. Qu'on soit d'accord ou pas avec certaines positions de ces deux personnes et de Robert Kennedy aussi, il faut accepter ce qu'ils ont de meilleur. Je vais demander à Helga, parce que la discussion autour des donneurs d'alerte, des so-called whistleblowers, Julian Assange aussi, le dossier a été réouvert. Snowden est intervenu, par exemple, au début de l'audition de Tulsi Gabbard pour dire ne vous inquiétez pas de défendre des donneurs d'alerte. Il faut vous faire, il faut faire passer votre nomination pour que vous soyez, pour que vous deveniez effectivement directrice du renseignement national. Donc, je veux demander à Helga si elle a une réponse à Ray et s'il y a d'autres points de discussion sur le plan OASIS. Helga dit, merci Ray, j'aime toujours ce que vous avez à dire. Ce que vous avez dit sur les données d'alerte est fondamental. Si on le regarde de manière correcte, c'est explicite dans la Déclaration de l'indépendance. Il s'agit du droit des individus, des citoyens, d'intervenir lorsque le gouvernement commet des délits. C'est fondamental pour une république. Alors, il me semble ce que vous avez dit comme le paragraphe 702, parce que ça fonctionne, j'ai lu quelque part que ça peut fonctionner jusqu'au 6e degré, c'est-à-dire que si un suspect est en contact avec une autre personne, les agences de renseignement ont le droit de d'écouter, de surveiller aussi cette deuxième personne et ainsi de suite jusqu'à la 6e personne. Oui, Helga, on appelle ça des petits sauts. De la première personne à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, etc. Alors, si ce suspect a des contacts sur Google, dans les recherches de Google, on va bientôt arriver à 2 millions de personnes. Mais le pouvoir de l'État profond, le Deep State, est si fort que les sénateurs ont approuvé ce genre de loi, tout en sachant qu'elles pourraient se retourner contre eux-mêmes. C'est ridicule
l'ironie, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent eux-mêmes devenir victimes de cela. Le Deep State, c'est ce qu'il a déjà fait pour essayer d'empêcher la réélection de Donald Trump. On sait que John Brennan, l'ancien directeur de la CIA, avait identifié 26 personnes dans l'équipe de Trump en 2016. Et ils ont dit, oh, nous, on ne peut pas accueillir des renseignements sur ces personnes pour diverses raisons, mais peut-être que les Britanniques pourraient le faire, ou les Australiens, ou les Canadiens. Donc, ils ont dit aux autres, à ces agences étrangères, de faire le travail à leur place, même si c'est contre la loi. Il y a plein d'ironie. John Brennan et James Comey sont déjà sur le banc des accusés. Brennan, il a déjà très peur de ce qui peut arriver. Et la chaîne NBC lui permet de dire ses balivernes, mais cela va dépendre de ce que décident les sénateurs des différentes commissions. Mais je peux dire que je n'ai presque jamais vu un moyen aussi tectonique qu'aujourd'hui. Il s'agit de savoir qui va gagner, le Deep State ou bien les deux personnes que Trump a nommées à juste titre. Je ne vais pas parier sur leur sort. Mais le New York Times écrit aujourd'hui dans un grand article, il demande pourquoi Tulsi Gabbard ne voulait-elle pas dire que Edward Snowden est un traître? Pourquoi elle ne dit pas le mot trahison? Un des grands sénateurs qui a été très dur avec elle a dit, Ms. Gabbard, la nuit de l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, vous avez écrit que la guerre aurait pu être évitée si l'administration Biden et l'OTAN avaient reconnu les intérêts de sécurité de la Russie. Vous l'avez dit ou pas, Gabbard? Je pense que vous lisez ce que j'ai mis sur mon tweet, sur mon Twitter. Et qui d'autre a dit cela? Stoltenberg, le chef de l'OTAN. À l'époque, lui, il a dit dans un grand faux pas, le 7 septembre 2023, devant le Parlement européen, je cite, la précondition de Poutine pour ne pas envahir l'Ukraine, c'était pas d'Ukraine dans l'OTAN. Nous avons rejeté cette revendication et donc nous sommes allés en guerre. Donc voilà le sénateur Bennett qui condamne Tulsi Gabbard pour avoir dit la vérité bien avant que Stoltenberg l'admette par inadvertance. Mais c'est vrai. Ça montre que la Russie, qu'elle a bel et bien été provoquée, que l'invasion n'était pas sans provocation. Et le président Trump lui-même l'a reconnu plus ou moins en disant « Oui, je peux quand même comprendre pourquoi les Russes ne voulaient pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN. » C'est très important, ça.
Alors, je pense que le président Trump va céder maintenant où la Russie a, dans le fond, déjà gagné. Et il va trouver un moyen de mettre fin à ce conflit plus ou moins de manière élégante. Et je pense qu'il faut prendre au mot ce que ces deux personnes à propos de la Russie et de ses intérêts. Et je rappelle ici encore une fois que la règle d'or est existentielle. OK, merci de m'avoir permis de donner cette explication. Merci. J'ai été complètement choquée de voir l'audition hier de Tulsi Gabbard. J'ai été choquée par les idioties, en fait, que beaucoup de sénateurs ont soulevées contre elle. Vous avez mentionné José et Kynan qui étaient là, présents à l'audition. Ils ont réussi par subterfuge à entrer dans la salle. Si je vais voir s'ils sont disponibles. Voilà José qui est avec nous. Oui, j'ai été là un peu par erreur. Oui, j'ai été à Washington depuis 2 jours et je vais d'abord parler de ce qui s'était passé la veille de cette édition. J'ai été à Washington avec à peu près 25 autres personnes et nous avons visité tous les bureaux de sénateurs avec nos documents sur le bureau des menteurs, ça s'appelle. C'est disponible sur le site de l'Institut Schiller d'ailleurs. Et il y avait des représentants de partout, y compris de la Caroline du Sud, qui est l'État où habite Ray McGovern. Et il y avait des personnes de là-bas qui a fait avec nous le tour du Sénat en déposant du matériel à tous les bureaux du Sénat, en leur demandant aux assistants de donner l'information aux élus. Et je souligne le lieu d'origine pour les manifestations qui étaient sur place. Moi-même, je suis venue de la ville de New York. Nous avons eu aussi des gens qui sont venus de plus loin dans le sud, qui ont fait 6 heures de trajet pour venir discuter avec leurs élus. Un jour avant l'audition, parce que nous voulons que Tulsi et Patel soient confirmés à leur poste. Et nous avons été dans un bureau qui a dit oh, nous avons fait tant d'heures de route et nous tenons à avoir une réunion avec un sénateur ou bien avec un assistant, un adjoint. Nous avons été aussi dans le bureau du sénateur Graham, qui est vraiment le pire des pires. Son équipe a été pétrifiée, horrifiée quand ils nous ont vus entrer dans le bureau. On était à peu près 7 personnes. On a dit, voilà, nous représentons des États de partout dans le pays et nous voulons que le sénateur approuve confirme la nomination de Tulsi Gabbard.
et les adjoints de ce sénateur ont été totalement choqués de nous voir et horrifiés de voir que les citoyens venaient faire du lobbying eux-mêmes. Kynan peut en dire plus. Alors, le jour de l'audition, alors il y a certaines choses qu'on ne voit pas à la télévision. Par exemple, Tulsi Gabbard est arrivé dans la salle avec le sénateur Cotton, le président de la commission. J'ai été un peu découragée de l'apprendre, mais la fille du sénateur McCain est une amie de Tulsi Gabbard. C'est une amie personnelle de Gabbard. Il y avait aussi des sénateurs. Alors, il y a aussi les sénateurs qui entraient, qui sortaient, qui quittaient la salle pendant assez longtemps, puis revenaient avant de devoir intervenir, même après avoir pris la parole. Après à un moment donné, il n'y avait plus aucun sénateur dans la salle appartenant à cette commission. Il n'y avait plus que des démocrates. Et je peux dire que nous avons pu donner la brochure que nous avons et la documentation à l'entourage proche de Tulsi Gabbard. Donc, j'espère qu'elle en a pris connaissance elle-même. Kynan, si tu veux dire plus, vas-y. J'aimerais entendre la réponse de Ray aussi. OK, Kynan. OK, tu as dit l'essentiel de notre déploiement déjà. J'ai été moi-même avec ma propre équipe et nous avons visité de nombreux bureaux pour leur donner de la documentation qui comprenait d'ailleurs une déclaration de l'ancien représentant, l'ancien député Kucinich. Nous avons aussi distribué une brochure de l'Institut Schiller qui s'appelle le développement pour la paix. C'était important sur la question de l'immigration, sur fond de ce que Trump avait ordonné avec la déportation des immigrés. Mais cette brochure que nous avons distribuée propose de collaborer avec les nations d'où partent les immigrés pour proposer une perspective positive. On ne s'attend pas à beaucoup de résultats, mais dans certains cas, ceux dans les bureaux des sénateurs ont eu de bonnes réactions, ce que José et moi, on ne s'attendait pas à pouvoir entrer dans la salle d'audition. Moi-même, j'ai été un peu déçue parce que je pensais un peu que Tulsi Gabbard allait un peu capituler en disant tout ce qu'il fallait pour assurer sa confirmation, mais elle ne l'a pas fait. Et même si elle est revenue un peu en arrière sur son approbation de cet article 702 de l'acte de sécurité nationale, mais elle a bien proposé
qu'elle allait faire en sorte que des lois soient adoptées pour éviter de tels abus à l'avenir. Bien sûr, ces personnes ne sont pas parfaites, mais cela donne un aperçu intéressant quand on les voit de l'intérieur. Il ne faut pas seulement critiquer, il faut aussi voir quelles sont les solutions. Alors, il y a aussi une importance internationale à ce que nous faisons et moi-même, j'avais travaillé avec un psychologue japonais qui avait fait un film documentaire sur les bombes atomiques qui ont été lâchées sur le Japon à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale. Et je voulais juste rappeler cela parce que c'est aujourd'hui le 80e anniversaire de ces bombardements et c'est très important de le faire passer pour faire comprendre l'importance de faire la paix et pas la guerre et de faire comprendre qu'il faut travailler avec les autres nations. Les BRICS proposent une alternative à la guerre, etc. Et donc, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut avancer. Great. Merci. The thing that I noted when we were talking yesterday was you were saying that in all of these different meetings you were having in the different offices, the phones were off the hook, that they actually had to turn off the ringer because it was just constantly off the hook. And I think after these hearings being broadcast, I mean, if it was off the hook before, imagine what it's going to be now. Oui, Anastasia a fait remarquer que pendant leur visite au bureau du Sénat, les téléphones sonnaient sans cesse parce qu'il y avait tellement de citoyens qui intervenaient, qui appelaient leurs élus. One of my senators, Senator Budd, is on the House Intelligence Committee. He just took the place of Marco Rubio. And so I spent the day before J'ai été le jour getting d'avant et le lendemain du staff initially avant l'audition staff here in d'un Raleigh membre qui with fait partie de la commission Until d'audition I cashiered de Tulsi Gabbard, je crois. accent and I adopted a J'ai high caché mon accent du Bronx et j'ai pris un bel accent pour, quand j'ai appelé, je crois quand il a appelé au secrétariat, il a fait un bel accent pour ensuite, donc, le secrétariat a accepté de lui transmettre et, et il lui a dit, oui, j'ai des choses à vous dire. C'était juste avant l'audition. Donc, il a pu parler à ce sénateur, si j'ai bien compris. Donc, voilà, c'est la différence entre faire quelque chose et ne rien faire, c'est tout, c'est énorme. Il, a- il parle de César Chavez. Ce que Kainen et José ont fait et ce que cette horde de personnes, tout ce groupe de personnes de New Jersey, Caroline du Nord ont fait en allant voir les députés, les sénateurs américains, c'est exemplaire. Et ce que César Chavez a dit, avec ce qu'il a dit quand il a eu l'idée, faisons un grand boycott. Et quelle a été la réaction qu'il a eue? Les gens lui ont dit, oh César, mais ça semble bien, mais nous ne pouvons pas le faire. Nous ne sommes pas assez. César a dit, nous sommes suffisants, nous sommes assez nombreux. Mais qu'est-ce qui va se passer si nous ne faisons rien? Donc, encore une fois, chacun d'entre nous a une possibilité d'agir. Nous choisissons d'agir et l'enjeu est très grand.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Ray. Well, I will just say, because we will be going to the discussion period. Alors, nous allons ensuite passer à la période de questions-réponses. Si Elga veut répondre, elle est la bienvenue. Je veux déjà dire aux gens que la période des questions-réponses donc va s'ouvrir prochainement, bientôt. Vous pouvez déjà lever la main en avance dès maintenant si vous voulez intervenir. Là, elle est juste en train de dire que les gens qui suivent sur YouTube doivent se connecter à Zoom. Donc, vous pouvez lever la main dès à présent. Il y a une petite main au milieu, c'est marqué lever la main. Ou ça peut être aussi le petit rond qui peut être à droite avec trois petits points marqués plus et aussi lever la main. Je veux, donc Elga Zeplarouche dit, je veux juste dire que les jeunes gens du monde entier doivent prendre Ray comme une idole, comme un exemple à suivre. Absolument, dit Anastasia. Donc, nous allons passer à la période des questions-réponses. Donc, vous pouvez lever la main. Si vous êtes ici, c'est que vous parlerez en français et nous vous traduirons en direct en anglais. Et vous pourrez parler 5 minutes chacun.